À 12 ans, Constance avait un rêve. Devenir ce que l'on appelle esquisseuse. Dessiner de la dentelle. La dentelle, des fils fins, doux, soyeux, qu'on croise une fois, deux fois, qu'on enlace, entrelace, qu'on tire très précisément, méthodiquement, pour élaborer des petites formes, des images, des feuilles, des fleurs, des vagues, des oiseaux. Toutes ces merveilles qu'on cousait sur les robes, les châles, au bord des manches ou sur le col des belles dames riches, et qui faisaient comme de la mousse, de l'écume légère et délicate. Un nuage de coton qui adoucissait les gestes, donnait du peps, de l'humeur, de l'allure, de l'élégance. Constance avait de l'imagination. Et toutes sortes d'idées lui venaient en tête pour créer sa dentelle. Des images vives, chic, simples, mais sophistiquées, du jamais vu. Elle s'imaginait créer la mode de demain, courtiser des grandes maisons de dentelle, traçant ses dessins par centaines. Beau, stylé, somptueux. Elle s'imaginait la plus grande des esquisseuses. Alors Constance était allée voir son père. Papa, j'ai 12 ans maintenant. Je voudrais apprendre un travail. Bien, ma fille. Je voudrais faire de la dentelle. Le père de Constance avait froncé les sourcils. Oh ça, il n'en est pas question. Ici, nous sommes du Courgain. On travaille à la marée. Tu seras pêcheuse de crevettes, comme l'était ta pauvre mère. Pêcheuse de crevettes? Et si ça ne te plaît pas, tu iras creuser la plage avec tes cousines verrotières. Mais papa? Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de honte à travailler le poisson. Et je ne veux pas te voir fricoter avec les bourgeois de Saint-Pierre. Mais j'ai décidé. Tu seras pêcheuse de crevettes. Maintenant, on va me préparer le café. J'embarque dans 1 heure. Constance habitait Calais, au bord de la mer du Nord. Sa mère était morte pendant son accouchement. Et la jeune fille logeait avec son père et son frère, tous deux matelots, dans une petite maison du Courgain, le quartier des marins et des femmes de marins. Ici, il y a plus de 100 ans, tout était organisé autour de la pêche. Et les jeunes filles qui naissaient au Courgain finissaient au Courgain. Elles apprenaient le métier de leur mère, puis allaient au bal du Courgain, se mariaient au Courgain, faisaient des enfants au Courgain, travaillaient toute leur vie au Courgain et mouraient au Courgain. Ah, j'enrage de ce maudit quartier! Constance était très en colère. Elle ne pouvait se résoudre à écouter son père. Elle se rendit donc à l'école communale du Courgain pour en discuter avec son instituteur, Monsieur Rougier. Un petit homme rabougri, à la voix haut perché, toujours en blouse. « Oh, Constance Lundspiegel !»« Bonjour, monsieur l'instituteur. »« Bonjour, Constance, ma meilleure élève. Tu sais que tu as eu d'excellentes notes à ton examen de certificat. Que vas-tu faire à présent? Poursuivre tes études? » ?»« Je voudrais faire de la dentelle. » De la dentelle? Mais
quelle drôle d'idée! Mais tu es intelligente, Constance. Tu pourrais devenir institutrice comme moi. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la dentelle. Et la dentelle, Constance? Je veux dessiner de la dentelle, devenir esquisseuse. Esquisseuse? Dessiner? Mais il faut être un petit peu artiste pour ça, Constance. Tu as de bonnes notes, mais je doute que... Vous ne voulez pas m'aider? Ce n'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule. Oh! Constance était folle de rage. Elle avait planté Monsieur Rougier dans sa classe qui n'en revenait pas d'un tel aplomb. Puis s'était mise en route, d'un pas décidé, vers le quartier Saint-Pierre, le quartier des usines de dentelle. Plus de 500 usines. Le bruit des métiers à tisser Livers lui parvient bientôt aux oreilles. Un bruit mécanique, répétitif, continu, celui de centaines de machines à fabriquer de la dentelle et qui faisait trembler les murs dans les grandes bâtisses en briques rouges. Constance posa ses mains à plat contre le mur pour sentir la vibration. Chaque tremblement correspondait à un aller-retour des chariots bobines dans la machine Livers, un procédé révolutionnaire qui faisait de la dentelle de Calais l'une des meilleures au monde. Une dentelle fine et légère, mais avec des nœuds si serrés qu'on pouvait la découper sans qu'elle s'effiloche. Rue des Salines, Constance arriva devant l'usine d'Arquer. Avec un petit air mine de rien, Constance glissa sous le porche et se faufila au premier étage, là où étaient les machines. Et ni vu ni connu, elle ramassa sur le sol une grosse poignée de poudre noire dont elle bourra sa poche. Du graphite, de la mine de plomb, comme dans les crayons à papier, un lubrifiant sec dont on saupoudrait les métiers à tisser pour éviter les frottements. Avec ce trésor, elle s'éclipsa discrètement. Elle se dirigea vers l'école d'art où elle poussa la majestueuse porte sculptée. Un grand homme en costume rayé l'accueillit. Alors, où en étais-je? Oui, voilà, tout à fait, ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle, que voulez-vous? Je m'appelle Constance. Je voudrais me renseigner pour apprendre le métier d'esquisseuse. Le grand homme en costume rayé écarquilla les yeux. Esquisseuse? On dit esquisseur, mademoiselle. C'est un métier d'homme. Aucune jeune fille n'est autorisée dans l'art de l'esquisse. Notre enseignement s'adresse aux jeunes garçons. Si vous cherchez un travail, ils forment des huileuses ou des raccommodeuses dans toutes les usines par ici. Pour ce qui est de l'esquisse, passez votre chemin, ce n'est pas pour les jeunes filles. Oui, mais... Mais? Vous croyez que je n'en suis pas capable? Ce n'est pas la question. Pas de filles ici, c'est bien compris? Oui, mais... Mais? Vous ne voulez pas que j'essaye? Constance sortit de sa poche un peu de graphite, la poudre noire, qu'elle répandit sur le sol. Et avec ses doigts, elle commença à tracer une magnifique fleur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous salissez tout avec vos doigts dégoûtants.
Quelle impertinence! Sortez avant que j'appelle la police! Mais c'est une fleur, un œillet. Ça symbolise l'audace. Je vais nettoyer. Non, 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 non! Allez-vous-en! Le grand homme frotta frénétiquement le parquet pour effacer le dessin. Oh! 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 Oh, mes chaussures! Oh! Oh! Elles sont toutes sales à présent! Sortez, mademoiselle, sortez! Constance défia du regard ce grand homme prétentieux. Elle sentit sa poitrine se gonfler, ses mains se crisper. Des larmes jaillirent puis coulèrent sur ses joues. Elle tourna les talons et sortit de l'école d'art penaude et tremblante. « C'est pas juste !» Elle courut en larmes jusqu'au Courguin. Elle arriva bientôt chez Raymonde, la vieille aveugle. Constance reprit son souffle un moment avant de pénétrer dans la minuscule maison. Une douce odeur de café chaud baignait la petite pièce sombre. Raymonde était assise sur sa chaise comme toujours. Un large sourire fripé fendait son visage ancestral. Ses yeux, blancs, malades, étaient grands ouverts. Tu pleures, ma beauté? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore? Je ne pourrai jamais réaliser mon rêve. Pourquoi tu dis cela? Je suis une fille et je n'ai pas le droit d'apprendre à faire de la dentelle. Sèche donc tes larmes, petite sotte. Tu es une fille, mais tu n'es pas bête. Tu sauras leur prouver de quoi tu es capable. Je les ai vus, tes dessins. Ils sont magnifiques. Vous ne voyez rien. Mais Constance, tu me les as racontés. Les arabesques, les lignes fluides, les courbes, les massifs de roses, les oiseaux qui se chamaillent et la mer écumante. On ne voit bien qu'avec le cœur, tu le sais bien. Et tes dessins, je les ai vus mieux que personne. Pourquoi je suis une fille? Ils ne me laisseront jamais faire. Oh, à chaque problème, il existe une solution. Tu sauras la trouver. Allez, serre-nous donc un beau café. Il doit en rester sur le feu. Constance servit la vieille. Et elles burent une tasse de café. De toute façon, mon père ne voudra jamais que je fasse des études. Je dois gagner de l'argent maintenant. La petite vieille se leva péniblement et alla fouiller au fond d'un placard dans une boîte. Tiens, c'est pour toi. Chaque fois que ton père te demandera l'argent de ta paye, tu lui donneras une pièce. Ce sera largement suffisant. Si tu lui donnes ce qu'il attend, il ne te posera pas de questions. Mais Raymonde, je peux pas accepter. C'est beaucoup trop d'argent. Oh, l'argent, tu sais, ça va, ça vient. Pour une vieille pomme comme moi, je n'en ai plus besoin. Et puis, s'il m'arrivait quelque chose, je sais que je pourrais compter sur toi. Allez, accepte s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, Raymonde.
La jeune fille se mit à pleurer à chaudes larmes. Allons, allons, Constance, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Tu vas trouver un moyen. Raymonde prit Constance dans ses bras et l'embrassa. Merci, merci beaucoup Raymonde, vous êtes merveilleuse. Vous avez raison, je vais trouver une solution. Constance cacha les pièces dans sa poche et partit de chez la vieille aveugle. À la tombée du jour, Constance arriva au parc Richelieu. Elle se promena un peu entre les arbres, contempla la statue des bourgeois de Calais, puis finit par s'échouer devant le plan d'eau sur un banc. En haut d'un arbre, elle entendit roucouler. Une jolie tourterelle était perchée là-haut et observait Constance. D'un bruissement d'ailes, l'oiseau sauta de sa branche et vint s'installer juste à côté de la jeune fille. La tourterelle dodelinait de la tête par secousses, à gauche, à droite, son petit œil rond ne quittait pas Constance du regard. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as faim? Je n'ai rien, pas même une miette de pain. Toi aussi, tu es une fille? À moins que tu sois un garçon. Comment le savoir? Vous vous ressemblez toutes. Constance soupira, et puis... Mais oui, je ne suis pas un garçon, mais si je ressemblais à un garçon, je pourrais peut-être... Merci, petite tourterelle, tu m'as rendu un fier service. Effarouchée par l'enthousiasme de Constance, la tourterelle prit peur et s'envola. Elle tournoya quelque temps autour de la jeune fille et disparut dans le feuillage d'un grand cèdre centenaire. Je vais devenir un garçon! Le lendemain matin, Constance se leva la première. Vite, elle prépara le café pour toute la famille. Et puis, discrètement, elle subtilisa la casquette de son frère. Dénicha dans une armoire un vieux pull de laine, une chemise de coton, ainsi qu'un vieux pantalon en toile grise. Puis, elle s'enfuit de la maison avec son butin. À un petit coin de rue déserte, Constance retira ses jupes et son corsage. Et puis, vite, elle enfila à toute vitesse les vêtements de son frère. Tadam! Et voilà, Constance était métamorphosée en garçon. Oh! Wow! Comment vous appelez-vous, jeune homme? Constant, oui, Constant Eulenspiegel. Constant Eulenspiegel? C'est un bien joli nom. Oui, je vous l'accorde. Et d'où venez-vous, Constant?
Je viens de Guînes, oui, c'est ça. Mes parents habitent Guînes. Ils sont paysans à Guînes. Ils cultivent le blé, la pomme de terre et le salsifis. Oh, j'ai marché 12 kilomètres pour venir jusqu'à Calais. Vous êtes un bon marcheur. Tout à fait. Satisfaite de son déguisement, Constance, enfin Constant, prit à nouveau le chemin de l'école d'art, déterminée. Constance s'efforçait de mettre dans sa démarche des manières de garçon. Un peu de rudesse dans les gestes, un zeste de gaucherie et une pointe de bravade dans le menton. Dans le vaste hall de Parquet-Siret se tenait le grand homme en costume rayé derrière son bureau. Alors, on était, oui, voilà, tout à fait. Voilà, très bien, ok. Avec assurance, Constance, enfin Constant, se planta devant lui. Bonjour, monsieur, je m'appelle Constant Eulenspiegel. Je dessine depuis toujours. Je pense avoir quelques dons. Je voudrais apprendre le métier d'esquisseur. Le grand homme en costume rayé cligna des yeux. Quel âge avez-vous ? 12 ans. 12 ans, c'est parfait. Les cours commencent à 8 heures et ils se terminent à 18 heures. Vous aurez 1 heure pour vous restaurer le midi. Ici, vous apprendrez la composition décorative, les surfaces géométriques, les motifs, plantes, insectes, animaux, etc. Ainsi que tous les points de dentelle à la main. Notre enseignement s'attache également aux aspects techniques et il vous faudra suivre les cours de mise en carton ainsi que ceux où vous apprendrez les passages de fil. Une bonne esquisse n'est pas simplement une belle esquisse. Elle doit être réalisable par la machine. Oui, nous vous apprendrons tout cela. Ah oui, tous nos cours sont gratuits. Il suffit de s'inscrire sur ce registre et vous pourrez commencer demain. L'homme regarda Constance avec insistance. Rappelez-moi votre nom. Constant Eulenspiegel. L'homme inscrivit le nom sur un grand cahier relié de cuir, puis il trempa son porte-plume dans un petit encrier en faïence avant de le tendre à Constance. Tenez, signez ici. Bien, voilà, vous êtes inscrit. Demain, le cours de dessin commence à 8 heures. Ne soyez pas en retard. Constance sourit de toutes ses dents. J'y serai. Merci, monsieur. Au revoir. Elle sortit de l'école d'art et regagna joyeusement le boulevard Jacquard. Je vais devenir esquisseuse. Esquisseur, pardon. À partir de ce jour, Constance,
enfin Constant, passa toutes ses semaines à l'école d'art déguisé en garçon, avec tout un tas d'autres jeunes élèves pour apprendre le métier d'esquisseur. Le matin, c'était cours de dessin, dans le grand atelier, au dernier étage, sous l'immense verrière mansardée, exposée au nord pour avoir une lumière constante. Le professeur de dessin s'appelait Monsieur Davrout. Un petit homme sec, à l'allure sévère, avec des grandes lunettes rondes et un caractère très exigeant. Monsieur Davrout était calme, patient, mais il ne laissait rien passer. Parmi les camarades de Constance, il y avait Justine. Hey, hello, my name is Justine. Un petit rouquin, toujours en costume coloré, avec des cravates extravagantes. Justine avait également 12 ans. Il était le fils d'un riche entrepreneur anglais qui possédait une quinzaine de machines Levers à l'usine Boulard. Son père avait créé sa propre marque de dentelle. Et un jour, Justine devait prendre la relève. Mais le jeune garçon rêvait de devenir comédien. Il ne suivait les cours que forcé par son père. Il était toujours dernier de la classe, mais premier en espièglerie. « Hey, Constant, approche !»« Qu'est-ce qu'il y a, Justine ?»« Dis, qu'est-ce que c'est que tu penses de ce dessin ?»« Montre. »« Hey, c'est Monsieur Davrout en slip de bain. Oh, mais t'es bête. Oh, yes, my sorry. » Parmi les autres élèves, il y avait aussi Marcel Potchevlèche, le premier de la classe, un jeune garçon extrêmement sérieux et prétentieux, toujours tiré à 4 épingles, fils de médecin, très doué dans toutes les matières, qu'elles soient artistiques ou bien techniques. Marcel aimait se vanter et se moquer des autres élèves. « Ah, Justine, cravate rose ce matin? Oh yes, rose. Si tu mettais autant de soin dans tes dessins qu'à choisir tes cravates, nous aurions parmi nous un immense artiste plutôt qu'un clown. » En revanche, toi, Constant, toujours le même pull. C'est très original. Constance n'était pas riche comme Marcel. Elle n'avait pas les moyens de se payer des habits neufs. Mais elle encaissait sans rien dire, considérant que le mieux à faire était de l'ignorer. Comme chaque matin, Monsieur Davrout passait dans les rangs pour inspecter les dessins. « Marcel, montrez-moi votre planche d'insectes. Alors, le hanneton, très joli. En revanche, la punaise écuyère est un peu ratée. »« Ah bon? Vous trouvez? Techniquement, c'est parfait, mais scolaire, ça manque de vie. Regardez mieux la prochaine fois. » Marcel Potchevlèche n'avait pas l'habitude des remarques. Il était rouge de honte et de colère. Il enrageait littéralement et jetait tout autour de lui des regards furibonds. Bien dessiner, c'est avant tout bien observer. Il ne suffit pas de reproduire. Il faut capter la vie. Allez, la suite. Oh, Justine. Approchez, Justine. Oh, yes, Monsieur Davrout. Tout à fait. Dites-nous, Justine, qu'est-ce que c'est? Une fourmi rousse. Une fourmi rousse. Bien, décidément, le dessin n'est pas votre fort. Allez, la suite. Oh là là. À qui est cette planche? À moi. C'est vous, Constant? C'est vous qui avez dessiné cette sauterelle? Oui, Monsieur Davrout.
Bravo. Ah oui, bravo. Elle est magnifique. Regardez, Potcheflèche. Là, il y a de la vie. C'est un peu stylisé, certes. Les pattes avant sont un peu courtes. Mais on reconnaît bien là la sauterelle. C'est soigné et surtout on se dit qu'elle va sauter de la feuille. Bien, posez vos crayons, sortez vos planches d'insectes. Nous allons maintenant travailler l'anatomie des oiseaux. Pour bien dessiner un animal, il faut en comprendre le squelette. À partir de ce jour, Marcel Potcheflèche nourrit une terrible jalousie pour Constance. Enfin, Constant. Le jeune Potcheflèche considérait désormais son camarade de classe comme un ennemi. Et il ne manquait jamais de rudoyer Constance dès qu'il le pouvait. Il commença par lui donner des coups de coude. « Tiens, aïe !» Puis lui marcher sur les pieds, soi-disant sans faire exprès. « Aïe ! Ah, je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. » Jusqu'à lui pincer les cuisses. « Tiens, aïe !» Constance était fluette et beaucoup plus petite que Marcel. Elle ne pouvait pas se défendre. Mais surtout, elle ne voulait pas attirer l'attention trop sur elle. Alors elle encaissait sans rien dire. Le mercredi, dans une petite salle du second étage, c'était cours de carton-jacquard. Seuls quelques élèves suivaient cet enseignement. Un cours théorique, mathématique, très rigoureux, technique et qui ne laissait place à aucune fantaisie. Monsieur Vasseur était le professeur de carton. Un homme gigantesque, mais aussi avec une toute petite bouche qu'on avait du mal à suivre parce qu'il parlait beaucoup trop vite. Alors, au point 27, le fil ne passe pas, on opère, 128, il passe rien, puis il passe encore 3 fois, rien, puis il ne passe plus, on perce. La colonne suivante, le fil numéro 13, le dessinateur n'a pas très bien réalisé cette colonne, c'est un peu confus, mais on comprend que on perce, en 2, et ainsi de suite, et 3, et 4 ici, et puis là, on ne perce pas. Vous me suivez, j'espère? Oh, tout à fait. C'est limpide comme du liquide de rush. Régulièrement, Marcel Potcheflèche donnait un coup de ciseau dans le carton de Constance pour saccager son travail. Tiens! Mais Constance ne disait rien et recommençait patiemment à zéro. Midi, ouf, c'était la libération. Le midi, Constance allait déjeuner avec Justine à l'usine Boulard, l'usine de son père. Passer l'entrée principale où étaient les magasins de vente avec les échantillonneuses qui découpaient les échantillons de dentelle, il filait au premier étage. Ici, c'était le domaine des tullistes, des seigneurs de la dentelle. Allons, les jeunes, ne restez pas là, poussez-vous. Chaque tulliste avait à charge 1 ou 2 métiers à tisser. Prêt à stopper la machine pour changer un fil à la moindre casse, toujours à l'affût des canaris, ces sifflements qu'on entendait lorsqu'il manquait de la poudre noire, la mine de plomb dans le passage des chariots, les tullistes
veillaient sans relâche. C'est beau. Constance admirait les maîtres de dentelle qui s'enroulaient mécaniquement autour des longs rouleaux et qu'on confiait régulièrement aux raccommodeuses qui réparaient les défauts à la main. On avait peint les fenêtres de l'usine pour éviter le regard des curieux, car on gardait bien secret les nouveaux motifs de dentelle, la nouvelle mode, la nouvelle tendance. Justine et Constance traversaient ensuite la grande salle où travaillaient les huileuses, ces femmes qui remplissaient de fils chaque bobine de cuivre. Environ 1000 bobines dans une machine Levers et plus de 100 mètres de fil dans une seule bobine. Constance observait tout avec attention. Les remonteurs, ces jeunes hommes qui logeaient les bobines dans les chariots, les perceurs de carton sur leur piano, et bien évidemment, les esquisseurs dans leur bureau. Tout un monde vivait là, dans cette usine grouillante, travaillant sans cesse dans le brouhaha des machines, pour produire toujours plus de dentelle, toujours mieux, plus résistant, plus chic. Oh, c'est extraordinaire. Oh, Constant, j'ai vraiment faim de mon sandwich. Allez, on y va. Oui, d'accord, Justine. Entre les journées à l'école d'art et les soirées au Courguin, dans la petite maison familiale, Constance avait fort à faire. De temps en temps, elle donnait à son père une des pièces de Raymonde, la vieille aveugle. Elle arrivait toujours à mentir et inventait 1000 histoires pour faire croire à son père qu'elle pêchait des crevettes plus loin vers Sangatte, qu'elle aidait à creuser les vers. Son père ne lui posait pas trop de questions. Il se contentait d'empocher la pièce avant de repartir en mer. Quatre années passèrent ainsi. Constance avait désormais 16 ans. C'était une belle jeune femme. Mais personne ne le savait à l'école d'art, où elle prenait toujours grand soin de dissimuler ses longs cheveux d'or et de se déguiser en garçon. Constance était désormais en dernière année. Et un jour... Monsieur Davrout, le professeur de dessin, déclara: Messieurs, approchez s'il vous plaît. Ah, Marcel, Constant, mais où est Justine? Justine toujours en retard, évidemment. Oh, so sorry, Monsieur Davrout. Je suis là, je suis vraiment désolée. Bon, voilà maintenant 4 ans que vous apprenez l'art de l'esquisse. 4 années pour comprendre, pour maîtriser, pour devenir des artistes. Bientôt l'été et la fin de vos études. Il est temps pour nous de préparer le grand concours national de l'esquisse. En voici le sujet. Composer une écharpe pour dentelle chantilly style moderne sur une largeur de 35 à 40 cm. Bien. Vous allez chacun d'entre vous préparer ce concours.
Place à votre créativité. Dentelle chantilly, vous connaissez, hein? Art moderne, nous sommes en plein dedans. Par ailleurs, les résultats du concours seront donnés pour la première fois à Calais, au théâtre municipal. Et c'est monsieur Henri Ball, le célèbre esquisseur, que vous connaissez tous, hein, pour la qualité de son travail, qui présidera le jury. C'est un honneur pour notre ville, et une grande chance pour celui qui sera honoré. J'ai des grands espoirs en certains d'entre vous, n'est-ce pas, Marcel? Je ferai de mon mieux, monsieur le professeur. Puis, monsieur Davrout jeta à Constant un petit regard du coin de l'œil. Marcel fronça les sourcils et serra la mâchoire. Bien, vous devez rendre vos copies pour jeudi. Vous avez 3 jours. Exceptionnellement, l'école reste ouverte. Vous pouvez travailler ailleurs, mais c'est comme vous préférez, hein. Constance prit Justine par le bras et lui glissa à l'oreille. « Hey, Justine !»« Oh yes, my dear. Tu m'en voudras pas, mais je préfère travailler ailleurs. Je n'ai pas confiance en Marcel. Il pourrait abîmer mon travail pour que je ne puisse pas me présenter. »« Tout à fait, my dear. Oh, il te regarde déjà avec son air de mauvais. Je pars. On se retrouve dans 3 jours pour le concours. » Constance emporta ses cartons à dessin, ses feuilles, ses plumes, tout son matériel et prit la route du Courguin, rejoindre Raymond. Elle comptait s'y installer les 3 jours pour y travailler. Chemin faisant, elle s'arrêta. Et comme tous les jours depuis 4 ans, dans un petit coin de rue déserte, elle retira sa casquette et ôta ses vêtements de garçon. Et puis vite, elle enfila à toute vitesse ses jupes et son corsage. Tadam! Et voilà. Une fois redevenue fille, Constance s'enfonça dans les petites rues pavées du Courguin, rejoindre Raymond. Mais, malheur, Marcel Pochevlèche avait tout vu. C'est donc ça? Constant n'est pas Constant? Constant n'est qu'une fille, une ridicule fillette à boucles blondes. Tu ne payes rien pour attendre, petite tricheuse. Marcel jeta un dernier coup d'œil vers le Courguin et regagna joyeusement les beaux quartiers de Calais où habitaient ses parents. Le 6 juin 1912, c'était le fameux jour du grand concours national de l'esquisse.
Dans la grande salle du théâtre municipal, toute une foule se pressait. Les étudiants d'abord, Constant, son amie Justine, en costume violet et cravate orange, Marcel Potcheflèche, en costume sombre, étaient assis à l'orchestre dans les premiers rangs avec tout un tas d'autres étudiants venus de la France entière jusque Calais. On avait réservé des places pour les professeurs de l'école. Monsieur Vasseur, le grand homme en costume rayé, puis ensuite venait le public. Des femmes en toilette, couvertes de dentelle, accompagnées de leurs maris. Quelques familles, dont celle de Marcel Potcheflèche, son père médecin, au premier rang du balcon. Des tulistes, des huileuses, des patrons d'usine, tout le petit monde de la dentelle était venu assister à l'événement de l'année. Monsieur le maire était présent avec ses adjoints. C'était la cohue dans la salle et on se battait pour obtenir les meilleures places. On éclaira la grande scène du théâtre. Et les membres du jury firent leur entrée. Oh, je vous en prie, allez-y. Oh non, ça ne ferait rien. Après vous. Oh non, après vous, j'insiste. Oh non, allez-y. Mais non, j'insiste. Monsieur Davrout, le professeur de dessin, était chargé de l'organisation. Il prit la parole. Mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux à la remise des prix du grand concours national de l'esquisse. Je vous prie d'accueillir chaleureusement notre prestigieux président du jury, Monsieur Henri Ball. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Bravo! Et Henri Ball sauta sur scène en riant. C'était un homme de bonne constitution, aux grands yeux bleus malicieux, aux moustaches pointues et à la large barbe noire. Il adorait faire le clown. Oh, mais quel accueil! Je suis très honoré, merci. Henri Ball fit semblant de trébucher. Oh! Il se releva en riant, et effectua quelques petits bonds. Tout va bien, je maîtrise. C'est l'émotion. Après le discours du maire, du directeur de l'école d'art, du sous-préfet, du représentant du Bureau national de l'industrie française, Henri Ball redevint finalement sérieux pour remettre enfin les prix du concours. Je suis très honoré d'être parmi vous cette année, qui plus est en qualité de président du jury. Nous avons reçu plusieurs centaines d'esquisses. Et je dois le dire, il a été bien difficile de choisir tant la qualité était au rendez-vous. Cependant, nous avons choisi. Et les gagnants de ce concours peuvent être fiers. La concurrence était rude. Je désigne donc à la 3e place du grand concours national de l'esquisse, issu de l'école des beaux-arts de Marseille, pour sa merveilleuse écharpe massive de rose au crépuscule, Monsieur Eugène Bigour. Eugène, vous êtes un phénomène. Un petit homme ravi, à l'accent chantant, monta sur scène et fit un petit discours. Merci, peu cher. Merci, peu cher. Puis repartit s'asseoir avec les autres étudiants. À la seconde place, eh bien, c'est un Calaisien. Bravo, monsieur Davrout. Bravo à l'école d'art de Calais pour la qualité de son enseignement. Le 2e prix, donc, pour cette esquisse qui techniquement est une véritable prouesse. Le 2e prix à des tulipes et des narcisses de Marcel Potcheflèche. Marcel eut bien du mal à contenir sa déception. Il n'était que 2e. Il se leva de son fauteuil. Il monta sur scène. Il remercia son père, sa famille, ses professeurs,
puis repartit s'asseoir avec les autres étudiants. Oh. Il plissa les yeux devant Constance et lui écrasa les pieds au passage. « Tiens! Aïe! Eh bien maintenant, c'est le premier prix! Je vous ai dit que nous avions hésité, mais en réalité c'est faux. Pour le premier prix, nous étions tous d'accord. La qualité artistique de cette esquisse est exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Et c'est encore un étudiant de Calais, Monsieur Davout, décidément. Donc, le premier prix du grand concours national de l'esquisse 1912 revient à Constant Eulenspiegel pour sa merveilleuse esquisse Une tourterelle dans un grand cèdre. Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Bravo, bravo! Constance ne croit pas ses oreilles. Elle se lève, un peu sonnée, un peu gauche. Elle essaye de ne pas pleurer, de bien jouer son rôle de garçon. Elle monte sur scène, Henri Ball lui serre la main chaleureusement. Elle se tourne vers le public, s'apprête à parler quand... C'est une supercherie! Constant ne peut pas gagner! Toute la salle entière s'était figée. Marcel Pottchevlech avait hurlé dans le théâtre, rouge écarlate, les yeux injectés de sang. Puis il avait sauté sur scène. Constant ne peut pas gagner pour la simple et bonne raison que Constant n'est pas Constant, parce qu'il est en réalité une fille. Puis Marcel Pottchevlech arracha la casquette de Constance et libéra sa longue chevelure blonde qui se répandit comme un soleil sur ses épaules. Il eut un « Oh !» dans l'assistance, et puis Marcel de continuer. C'est une fille, elle n'a pas le droit de concourir, elle a triché, elle doit être disqualifiée. Je suis le gagnant. Alors là, pas question. Une voix forte de femme s'était élevée du fond du public. Mon petit jeune homme, vous allez tranquillement vous rasseoir et laisser cette jeune fille tranquille. Une petite femme brune, tout en dentelle, s'approcha de l'estrade et monta sur scène, aidée par M. Davrout qui lui tendit la main. C'était Virginie Demont, la célèbre peintre de Vissant. Madame Virginie Demont était connue dans la France entière pour être une peintre exceptionnelle et une grande féministe. Allez immédiatement vous asseoir, jeune homme. Oui, pardon, madame. Oh non. Bien. Henri, n'avez-vous pas dit à tout le monde que cette esquisse était de loin la plus belle? Oh, tout à fait. Elle est merveilleuse. Bien. Alors en quoi cela change-t-il quelque chose que l'auteur en soit une femme? Rien. Cela ne change rien, vous avez entièrement raison. Bien, merci, Henri. Remettez donc son prix à cette demoiselle. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Constance Eulenspiegel. Bravo, Constance. Vous êtes une artiste dorénavant, et ce n'est pas donné à tout le monde. Le premier prix est donc attribué à Constance Eulenspiegel, la première femme à gagner le grand concours national de l'esquisse. Henri Ball semblait ravi. Toute la salle applaudit. Bravo, bravo! Une femme, vous vous rendez compte? Constance, en larmes, remercia M. Davrout, son professeur de dessin. Elle embrassa Justine, son amie, qui était en larmes lui aussi. Puis elle remercia Raymonde, la vieille aveugle, qui l'avait encouragée à ne jamais abandonner son rêve. Tout le monde va saluer la jeune fille. Constance reçut dans la minute 2 propositions de contrat par des patrons d'usine. Madame Virginie Demont l'invita pour le soir à une grande fête au Typhonium, sa maison familiale. Henri Ball lui fit faire quelques pas de danse et un tourbillon de bonnes nouvelles
emporta Constance sur un petit nuage. Aujourd'hui, Constance Eulenspiegel a réalisé son rêve. Une grande marque de dentelle porte son nom. Elle a un bureau, des tullistes, des perceurs de carton, des huileuses qui travaillent pour elle. Elle crée la mode. Et dans le monde entier, tout l'univers du luxe s'accorde à dire que sa dentelle est sublime, chic, simple, mais sophistiquée. Mais surtout, Constance est désormais, et sera pour toujours, la première esquisseuse au monde.